Vous écoutez l'épisode 25 de Thérapeute Kids et aujourd'hui, je reçois Anne-Claire Grand-Claude. Le parcours professionnel d'Anne-Claire prend racine dans le monde de l'entreprise avant de se tourner vers celui de l'accompagnement. Aujourd'hui, elle utilise le coaching, mais aussi l'hypnose pour accompagner aussi bien les enfants et les adolescents que les adultes. Et elle nous a partagé au cours de cet épisode tous les outils qu'elle utilise dans ses séances, et notamment un outil que j'ai trouvé passionnant qui est l'arbre de vie et qu'elle détaille dans cet épisode pour comprendre comment elle aide ceux qu'elle accompagne à pouvoir dépasser leurs peurs, surmonter leurs difficultés et affronter les situations qui sont plus difficiles dans le quotidien. Si le thème de l'hypersensibilité vous intéresse, alors vous allez adorer cet épisode. Et s'il vous intéresse moins, je suis sûre que vous l'aimerez quand même parce que Anne-Claire partage avec beaucoup de générosité tout ce qu'elle met en place au sein de ses accompagnements. Merci encore infiniment Anne-Claire pour tout ce que tu as partagé avec nous. Bienvenue sur Thérapeute Kids, le podcast qui explore tout ce qui peut aider les enfants et les adolescents à grandir plus heureux, plus libres et plus épanouis. Que vous soyez professionnel de l'accompagnement, thérapeute, travailleurs sociaux, professionnels de santé, enseignants ou encore que vous soyez parents, vous allez découvrir au travers d'interviews passionnantes des ressources dont chacun de vous pourra s'inspirer dans son quotidien personnel ou professionnel pour contribuer à la mission de Kiddy Mind, qui est celle d'accompagner les enfants à grandir plus heureux. Si vous ne connaissez pas Kiddy Mind, il s'agit d'une communauté et d'une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance, qu'ils soient débutants ou plus avancés dans leur pratique, qui les aident à développer leur expertise auprès des enfants, des ados et de leurs parents. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind. J'ai été éducatrice spécialisée puis chef de service éducatif pendant plusieurs années avant de me décider à quitter le secteur social et médico-social pour m'installer en libéral en 2016 en tant que praticienne en hypnose. Aujourd'hui, mon quotidien est exclusivement tourné vers la création de programmes et de contenus en ligne, avec toujours au cœur de ce que je partage, l'envie de montrer qu'on a toujours le choix, que tout est possible, sans dire pour autant que le chemin sera facile. Je vous propose donc de découvrir comment, en tant qu'adulte, vous pouvez dès aujourd'hui contribuer à avoir un véritable impact auprès de ceux qui seront les adultes de demain avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, je reçois Anne-Claire Grand-Claude. Anne-Claire, je suis ravie de te recevoir. Comment vas-tu ? Oui, bonjour Isabelle, merci beaucoup de m'accueillir ici. Je suis très heureuse d'être sur ton podcast et puis je vais très bien, merci. Écoute, je suis très heureuse de t'accueillir également. Est-ce que tu veux bien démarrer en te présentant de la manière qui te convient ? D'accord, ok. Alors, je suis moitié anglaise, moitié française et j'ai grandi au Maroc et en Autriche. Alors, ça m'a permis une grande ouverture sur le monde. Alors professionnellement, j'ai eu une double vie professionnelle, on peut dire, dont une en entreprise pendant environ 20 ans. Donc j'ai démarré en Autriche quand j'étais jeune dans le marketing et puis après en Angleterre. Donc j'ai fait un petit peu tout ce qu'on peut faire en entreprise, passant de la comptabilité au service client, à la logistique, les ventes, etc. Et puis, en parallèle, j'ai plutôt démarré ma carrière en travaillant avec les enfants. Donc, je viens d'une famille d'instit. Mes deux parents étaient instits. Mon oncle, ma tante, et puis beaucoup de gens autour de nous, donc les amis de mes parents, les parents de mes amis. Donc, je pense que peut-être que j'ai été influencée par tout ça pour travailler avec les enfants et j'ai démarré justement en travaillant dans l'école où ma mère était instite pour l'aider dans sa classe avec les enfants qui avaient plus de difficultés. Et ensuite, il y avait des demandes de parents pour aider leurs enfants justement à apprendre l'anglais. Hmm. Et puis, donc, je faisais un peu de soutien scolaire après l'école. Et puis finalement, même quand j'étais allée en Angleterre, parce que là j'étais en Autriche, après j'ai fait mes études en Angleterre,
Et c'est vrai que pendant les vacances scolaires, je retournais en Autriche et j'ai travaillé aussi dans la même école. Ça s'appelait l'école de l'été pour apprendre à tous ces enfants internationaux, puisque c'était une école internationale, à apprendre l'anglais. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup toujours aimé ce monde de l'enfance. Et même quand je faisais mes études à l'université en Angleterre, je travaillais dans un centre aéré avec les enfants, les ados. Et puis, après mes études en sociologie, j'ai commencé à travailler plutôt en institution avec des enfants qui ont de l'autisme, mais plein des difficultés, des handicaps, etc. Donc c'était assez violent. Du coup, je suis sortie un petit peu de là et c'est là où je me suis un peu remise en entreprise. Et puisque j'étais pas complètement épanouie en entreprise, j'ai commencé à faire du bénévolat, à travailler c'était un centre aéré pour une association inclusive. Donc encore à travailler avec des enfants en situation de handicap, beaucoup avec de l'autisme. Et ça m'a tellement plu, j'étais tellement engagée que finalement, je suis passée de bénévolat à salarié et j'étais même responsable du centre du samedi, ça s'appelait. Euh, donc voilà, j'ai toujours un peu baigné dans ce monde de l'enfance. Et du coup, quand j'étais licenciée il y a quelques années, j'ai fait une reconversion professionnelle pour devenir coach et praticienne en hypnose. Et assez rapidement, les demandes pour l'accompagnement des enfants sont venues et je me suis formée avec toi, du coup, avec Kiddy Mind en hypnose pour enfants et ados. Et c'est alors que maintenant, j'accompagne les enfants, les ados et les adultes en hypnose et en coaching. Waouh, quel parcours! Oui, c'était pas très condensé. Mais non, mais c'est hyper intéressant. Et puis je me disais, bon, bah, mine de rien, là aujourd'hui, tu es coach et tu as tout un parcours professionnel dans le marketing, la vente, le service client. Et je me disais, mais ça, c'est génial parce que finalement, cette casquette-là qui manque à la plupart des accompagnants, parce qu'à la base, on ne se forme pas à ça. Ben, toi, du coup, tu es passé par toutes ces casquettes-là. J'imagine que ça t'a aidé aussi, probablement. Oui, oui, c'est vrai. Alors, au départ, je ne voyais pas trop parce que c'est vrai que, alors, depuis que j'étais jeune, j'ai toujours dit que je n'allais jamais travailler en entreprise. Ça me parlait pas du tout. Et quand j'ai travaillé en entreprise, j'avais l'impression d'avoir vendu mon âme au diable. J'avais Ah toujours, ouais. ouais, ce truc-là. Et parce que je pense que je voulais toujours pouvoir contribuer à un monde meilleur, donc en passant par l'accompagnement, le lien avec d'autres personnes. Et j'ai aussi fait un burn-out en entreprise. Donc pour moi, le monde de l'entreprise avait un goût un peu amer. Hmm. Et c'est depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat que je me suis dit, ah ben finalement, la vie est bien faite parce que j'ai toujours eu ces deux casquettes-là. Donc d'un côté, l'accompagnement, plutôt travailler avec l'humain. Et de l'autre côté, j'ai aussi eu cette chance, comme tu as dit, de pouvoir bénéficier de tous ces apprentissages en entreprise qui me servent beaucoup maintenant parce que je pense que j'ai aussi cette posture là, un peu entrepreneuriale, mine de Hmm. rien, Hmm. euh, aussi bien que thérapeute. Ouais, effectivement, c'est chouette parce que c'est souvent quelque chose qui fait défaut à beaucoup d'accompagnants parce qu'on se dit, bah mince, ça, c'est pas notre cœur de métier. Et en même temps, forcément, quand on est accompagnant, en tout cas en libéral, hein, je parle pas des professionnels en institution, mais quand on se retrouve en libéral, c'est vrai que moi, quand je suis sortie de l'institution et que je me suis retrouvée en libéral, j'avais pas du tout en tête cette dimension entrepreneuriale Mm, et qui pourtant, bah, on est obligé d'embrasser aussi cette facette du métier parce que, bah, voilà,
si on ne sait pas se faire connaître, si on ne sait pas vendre ce qu'on propose, bah, c'est compliqué, quoi. Oui, c'est très compliqué. Et puis, même pour moi, hein, c'est compliqué. Hmm. Et, je sais que pour avoir échangé avec beaucoup de personnes qui travaillent dans le libéral, des thérapeutes, etc., surtout lors de ma reconversion professionnelle, j'avais fait un bilan de compétences où j'ai pu justement interviewer différents thérapeutes pour un peu cerner ce que moi je voulais faire. Et c'est vrai que beaucoup de thérapeutes souffraient justement de ce côté vente, marketing, devoir se vendre. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que là, je n'avais pas vraiment de problème de pousser des portes, aller vers les gens, même si j'ai toujours eu ce truc de ah, j'ai pas envie de me vendre, mais c'était plus facile, je pense, pour moi, en tout cas, d'aller. Et c'est vrai que quand j'ai démarré mon entreprise, j'ai vraiment poussé les portes d'une manière physique. Je suis Eh allée un oui, petit ouais. peu partout. Euh, et puis j'ai cette chance de justement, j'aime bien échanger avec les gens aussi. Je suis très curieuse, j'aime poser des questions. Donc c'était pas trop un problème pour moi, en fait, d'aborder d'autres personnes, que ce soit des commerçants, que ce soit la mairie, par exemple, pour trouver des moyens d'avancer dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Hmm. Et est-ce que tu pourrais justement nous parler de cette aventure entrepreneuriale en tant que coach et accompagnante, Mhm, puisque tu accompagnes beaucoup les enfants et les ados, hein, je crois. mhm. Euh, voilà, qui, qui tu accompagnes précisément et puis comment est-ce que tu travailles? Ok. Alors c'est marrant parce que lors du bilan de compétences, justement, ce qui en est ressorti, c'était l'accompagnement, donc coaching en entreprise. Alors j'ai choisi de faire une formation certifiante RNCP de coach professionnel avec une très chouette école de coaching à Lyon, le CIC. Et puis, en parallèle, mon coup de cœur, c'était l'hypnose parce que j'avais déjà vécu ça et j'ai trouvé ça magique, même si on ne peut pas trop dire que c'est magique, mais je l'ai trouvé assez magique. Et donc, je me suis lancée dans une formation en hypnose en parallèle. Mais dans ma tête, je pensais vraiment être coach en entreprise, surtout parce que j'ai mes trois langues. Et j'ai toute Hmm. cette expérience en travaillant dans des multinationales depuis 20 ans. Et finalement, quand j'ai démarré mon activité, j'ai lancé mon cabinet et les clients qui sont venus, c'était pour de l'hypnose. Et ce dont je me suis rendu compte aussi, parce que durant mes formations en hypnose et en coaching, j'ai découvert que j'étais hypersensible. C'était grâce aussi à ma prof en coaching et puis des collègues psy dans ma formation d'hypnose. Donc, j'ai lu le livre de Jeanne Siot Fachin, Trop intelligent pour être heureux. Et ça m'avait vraiment beaucoup parlé. Et ça a commencé à m'ouvrir des portes. J'ai commencé à mieux comprendre mon mode de fonctionnement et prendre plus de recul sur les choses parce que, et c'est avéré aussi que pendant ma formation de coaching, j'avais fait des grosses crises d'angoisse et c'était très compliqué pour moi. J'étais vraiment sur le point de tout laisser tomber parce que je me disais, oui, je suis pas capable, je vais pas y arriver. Pour moi, de faire un master, c'était énorme parce que j'avais toujours eu des difficultés avec l'apprentissage, la scolarité, etc. Et ouais, j'étais prête vraiment à tout lâcher et c'est ma prof en coaching qui m'a convaincue de continuer justement avec la pratique, la pratique, la pratique. Et du coup, savoir que j'avais une hypersensibilité m'a aussi fait comprendre ma manière de penser, de réfléchir, qui j'étais, etc. Mais aussi en lien avec ma famille, avec mon enfance, etc. Donc, je me suis plus réconciliée avec moi-même et j'ai commencé à transformer ça en force. C'est là aussi où est née la fée Coachette. J'adore. Oui, parce qu'en fait, j'avais fait mon mémoire
sur le coaching et la sensibilité. Donc, ma prof avait bien cerné que j'avais cette sensibilité élevée. Et je l'ai fait dans le format d'un conte de fées. Et Génial. oui, c'était vraiment chouette. Où la conclusion, c'était vraiment que j'avais découvert le trésor qui était caché en moi, la fée Coachette. Et puis, j'ai oublié mon train là maintenant. Où est-ce que j'en allais avec ça? Ah oui, j'avais même fait ma soutenance. À l'époque, c'était pendant le Covid, donc c'était pas en présentiel. Et j'ai fait ma soutenance dans le format d'un conte de fées. Et puis, je me suis transformée en fée Coachette avec des petites ailes et puis avec ma baguette magique. Et là, je me suis dit, bah, cette créativité, cet imaginaire, c'est aussi une force. Et du coup, je me suis donné le droit de m'exprimer à ma manière parce que je pense, ben, je sais que personne d'autre avait fait un mémoire comme ça ou même une soutenance comme ça. Et que finalement, c'était ma partie créative qui était en train de s'exprimer et puis que c'était très bien. Et donc, pour revenir à mon activité, quand j'ai démarré cette activité, je me rendais compte que les personnes qui venaient me voir avaient aussi cette hypersensibilité. Entre-temps, je m'étais énormément renseignée. J'ai lu le livre de Saverio Tomasella, L'hypersensibilité pour les nuls, qui est vraiment très complet. Je pense que c'est le seul bouquin pour les nuls que j'ai lu de A à Z, qui m'a énormément aidée. Et puis aussi à comprendre d'autres personnes hypersensibles, les enfants, les ados aussi. Et, euh, et du coup, je me suis aussi formée avec Fabrice Midal, donc qui est un philosophe hypersensible sur les émotions, sur l'hypersensibilité, etc. Donc j'ai vraiment, j'ai beaucoup plus compris là-dessus. Et donc, quand il y a des personnes qui venaient me voir en hypnose et me parler de leurs difficultés dans ma tête, il y avait comme une liste qui faisait coche, 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 coche. Et sans vouloir imposer sur les personnes, j'ai juste posé des questions et parlé un peu des différentes caractéristiques de l'hypersensibilité. Et du coup, les personnes ont commencé à se découvrir hypersensibles. Et pareil que pour moi, cette découverte leur a transformé la vie. Forcément, je les ai accompagnés en hypnose et en coaching aussi. J'aime appeler le hypno-coaching Mhm. finalement. Et c'est là où j'ai commencé à plus communiquer dessus, à me spécialiser dans l'accompagnement des adultes hautement sensibles. Et je me suis rendu compte que lors des différentes rencontres avec des entrepreneurs, parce que j'aime bien aussi aller à la rencontre de différents événements entrepreneuriaux, j'avais eu beaucoup de demandes de parents avec des enfants hypersensibles. Et c'est là où je me suis dit, bon, même si j'ai beaucoup travaillé avec les enfants et les ados auparavant, dans cette nouvelle pratique-là, je me sens pas tout à fait à l'aise. Et par rapport, je pense que c'est ce qui t'est arrivé aussi par rapport à ma formation d'hypnose initiale, je trouvais que c'était pas complètement adapté aux enfants. Et quand j'ai trouvé ta formation, c'était juste génial. Et je pense que je t'avais contacté juste avant de démarrer et je t'avais demandé si tu avais des astuces parce que justement, je voulais déjà commencer à accompagner ces enfants, ces ados. Je voulais pas les laisser comme ça et je Mhm. savais que j'avais quelque chose à leur apporter. Et tu m'avais conseillé le livre de Lise Bartoli, Mhm. euh, L'art d'apaiser son enfant pour qu'il retrouve force et confiance. Et ça m'a beaucoup ouvert les portes aussi. Donc, pareil, j'ai lu ce livre de A à Z et j'ai un peu fouillé dedans, j'ai pris ce qui me parlait, etc., pour justement accompagner ces enfants, ces ados euh, qui avaient une hypersensibilité, souvent des crises d'angoisse, un manque de confiance, une grande anxiété. Et du coup, là, j'avais trouvé un peu des clés pour justement les aider à apaiser ces angoisses. Et avec ta formation, du coup, ça m'a vraiment, je sais pas comment dire, lancé, projeté euh, dans l'accompagnement des enfants et des ados avec les outils d'hypnose que tu nous as proposés. J'ai trouvé ça vraiment très chouette.
Ah, c'est chouette, c'est intéressant parce qu'on voit bien, souvent, tu sais, on dit on attire qui on est. Et je Mm, trouve que dans ton récit, on voit bien ça finalement, où ce moment où toi, tu te projetais plutôt dans le coaching en entreprise. Et mm, puis, finalement, c'est la demande qui vient à toi, qui vient résonner de plein fouet avec ce que toi, tu vis et ce que tu découvres sur toi à ce moment-là. C'est mm, chouette. mm. Oui, oui, c'était vraiment chouette. Et puis, et c'était comme une évidence, en fait. Et à chaque Hmm. fois, tu sais, je me remettais en question, je me posais des questions et tout. Et puis, à chaque fois, il y avait un autre truc qui arrivait qui me disait, non, je suis à la bonne place. Parce que euh, il y a beaucoup de thérapeutes, etc., qui ont des difficultés justement à identifier leur cible, entre guillemets, Hmm. clientèle. Finalement, là, j'ai eu cette facilité, entre guillemets, que ma cible est vraiment venue vers moi pour me dire, coucou, on est là. Oui, c'est nous que tu dois accompagner. Et donc, ça s'est fait vraiment très naturellement. Et puis, au final, alors j'ai fait des ateliers sur l'hypersensibilité. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt là-dessus. J'avais animé des conférences aussi. J'étais dans des salons bien-être où j'ai fait pareil, des conférences, des ateliers sur les émotions, l'hypersensibilité. Donc, c'était vraiment chouette. Et puis là, reste à développer un petit peu plus la partie enfant-ado pour mettre en place des ateliers, même si j'en ai fait un qui s'appelait Les Petits Sorciers, Hmm. qui était génial. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et puis encore une fois, du coup, j'ai un petit peu utilisé toutes mes compétences dans l'accompagnement des enfants de ma vie précédente avec le coaching et les outils d'hypnose que tu as partagés avec nous. Et maintenant, est-ce que parce que du coup, tu dis les gens viennent à toi alors à la fois ils viennent par rapport à cette hypersensibilité et puis en même temps tu expliques qu'il y a des gens qui viennent et puis toi tu coches intérieurement des cases et tu te dis tiens donc j'en déduis que ce sont des gens qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément repéré ce mode de fonctionnement chez eux. Mm. Euh, qui est-ce que tu accompagnes? Est-ce que tu communiques, toi? Il me semble que oui, mais est-ce que tu communiques de manière très claire sur j'accompagne les enfants, les ados, les adultes avec cette hypersensibilité? Ou est-ce que tu t'es uniquement spécialisé là-dedans? Ou est-ce que tu accompagnes de manière plus large? Comment les gens te trouvent au final? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher auprès de toi? Mm. Mais c'est vrai qu'au départ, j'étais très générale. Donc, comme beaucoup de thérapeutes, on commence avec Et oui, comme c'est un normal. menu, ouais, Hmm, hmm. un petit menu de voilà, je peux vous aider avec ceci, cela. Et puis, au fil du temps, justement, avec toutes ces personnes qui sont venues vers moi, donc surtout hypersensibles, même s'il y a des personnes qui ne sont pas hypersensibles qui viennent me consulter aussi. Et du coup, de plus en plus, j'ai ciblé ma communication là-dessus. Donc, je pense que sur mon site web, sur mes réseaux sociaux, je mentionne que je suis spécialisée dans l'accompagnement des enfants, des ados et des adultes hautement sensibles. Ok. Et donc, dans mes communications, même si elles peuvent être améliorées, je communique beaucoup sur les différentes facettes de l'hypersensibilité et parfois je communique plus sur les enfants, les ados. Je partage aussi des livres que j'ai trouvés très utiles euh, sur l'hypersensibilité. Oui, mais c'est vrai que je m'oriente beaucoup Hmm. hypersensibilité en ce moment. Oui. Ouais. Et parce que du coup, il y a le coaching, l'hypnose. Est-ce que tu proposes un accompagnement global et puis tu pioches dans tes différents outils ou est-ce que tu as une porte d'entrée spécifique pour le coaching et puis une autre spécifique pour l'hypnose? Non, finalement, c'est vraiment, je pense, le fil rouge, c'est souvent l'hypersensibilité. Ok. Et alors, j'allais lancer à un moment donné un programme de hypno-coaching pour les personnes hypersensibles et j'ai jamais osé le lancer. Je me suis un peu perdue aussi. J'avais plein de choses à faire. Je savais pas trop comment faire. Et puis finalement, c'est ce qui se passe naturellement.
Parce que bon, là, pour le coup, c'est des adultes. J'ai beaucoup de jeunes femmes, finalement, que j'accompagne en hypno-coaching alors avec leur objectif, très souvent, c'est de mieux vivre avec leur hypersensibilité. Hmm. Et sur le coup, comme tu dis, je pioche vraiment là-dedans. Donc, souvent, je démarre plutôt en coaching parce que c'est aussi une posture, c'est un questionnement, etc. Ça amène à des prises de conscience plutôt conscientes. Et puis parfois, je reconnais aussi un besoin de plus travailler en profondeur, plus avec la partie inconsciente, parce que parfois, on peut avoir des prises de conscience, on peut tout à fait avoir conscience de ce qui n'y va pas, mais on n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Et c'est là où vraiment je trouve que l'hypnose et le coaching, c'est vraiment très complémentaire. Ce sont deux outils hyper puissants. Et je trouve qu'en les utilisant ensemble, euh, c'est vraiment chouette, c'est super. Et alors récemment, j'ai accompagné pas mal de jeunes femmes euh, avec une sensibilité élevée en visio. Et au départ, je me demandais, mais comment ça va se passer? Est-ce que ça va être vraiment adapté? Et finalement, c'est vraiment hyper chouette. Ça marche vraiment très bien. On arrive quand même à créer le lien à travers de l'écran. Et sur ma plateforme de rendez-vous, ils ont aussi un outil gratuit de visio. Donc, c'est vraiment c'est super. Et puis, justement, je pense que dans cet accompagnement, il y a une partie qui est plus pédagogique, où on discute de l'hypersensibilité, ce que c'est, ce que ce n'est pas, etc. Et après, on va travailler sur les différentes difficultés qu'amène cette personne, que ça soit les émotions, que ça soit la confiance en soi, que ça soit les relations, la communication, etc. Donc en fait, c'est tout un parcours de hypno-coaching. Et j'ai même déployé le coaching avec l'arbre de vie récemment, que du coup, je fais ça aussi avec les ados et je trouve ça hyper chouette parce que c'est un outil qui est très ludique parce que c'est très visuel, on dessine notre arbre de vie et puis du coup, il y a différentes étapes dans cet arbre qui nous font réfléchir sur nous-mêmes et puis qui font ressortir justement nos valeurs, nos besoins, nos forces, nos ressources, les cadeaux de la vie, etc. Et du coup, pour consolider tout ça, même si ça, déjà en soi, c'est un outil hyper puissant, j'ai créé une visualisation pour justement, dans la dernière séance Arbre de vie, où on consolide tout ce qui vient de se passer justement avec la métaphore de l'arbre par rapport à tout ce que ces personnes ont décelé en travaillant leur arbre de vie. Donc ça c'est vraiment très chouette pour les adultes, mais aussi les ados. Ah oui, c'est passionnant. Cet outil de l'arbre de vie, comment tu le construis concrètement? Tu poses des questions et puis tu remplis ou c'est l'enfant, l'ado, l'adulte qui remplit? Comment ça se passe? Alors c'est l'ado, l'adulte qui va dessiner son arbre de vie. Donc au départ, il dessine donc des racines, le sol, le tronc de l'arbre avec des branches. Et on commence par les racines. Et du coup, ça c'est leur histoire. Et je leur pose des questions de coaching justement pour faire ressortir un petit peu des choses qui se sont passées dans leur vie, que ça soit positif ou que ça soit négatif aussi parfois, parce que c'est sur ça en fait qu'ils se sont construits. Et ensuite, passe sur le sol qui est en lien avec ses valeurs, donc ce qui est très important pour eux, qui va nourrir cet arbre, justement, le sol qui doit être fertile, justement, pour bien nourrir cet arbre. Et puis, on passe sur le tronc, donc je pose encore des questions. À chaque fois, je pose des questions. Et en fait, ah oui, j'ai oublié de dire, ils écrivent des mots-clés, donc dans les racines, dans le sol, et après le tronc. Et ça, le tronc, c'est vraiment hyper intéressant parce que surtout les personnes hypersensibles ont beaucoup de mal
à voir leurs qualités. Ils peuvent s'enfermer un petit peu dans tout ce qui va pas dans leur vie, de tout ce qui ne sont pas, mais les qualités, c'est beaucoup plus Hmm. compliqué. Et là, avec le questionnement, justement, je les pousse vraiment à faire ressortir toutes les qualités, toutes leurs forces, tous leurs talents. Et là, on voit le tronc, il se remplit, mais c'est incroyable. Et après, pour l'ado ou l'adulte, de voir ça, ils se disent, mais oh, waouh, je savais pas que j'avais autant de qualités, c'est incroyable. Et justement, le tronc, c'est ce qui donne la force à l'arbre pour rester debout pendant les tempêtes dans la vie. Donc, c'est hyper intéressant de se reconnecter à ses forces ou de se connecter à ses forces. Et puis après, on part dans les branches. Et puis, donc, pareil, à chaque fois, on continue sur les ressources, les cadeaux de la vie. Ouais, au final, ils dessinent les feuilles et puis les fleurs à la fin parce que c'est plus pratique d'une manière logistique. Mais après, ils ont un super grand arbre et puis ils peuvent le nommer à la fin aussi s'ils le veulent, avec toute leur vie en fait, qui est symbolisée devant eux avec cet arbre. Et puis à la fin, oui, justement, on va faire cette visualisation pour vraiment ressentir comment ils sont ancrés dans la terre avec leurs racines, avec leurs valeurs dans le sol qui vient nourrir le tronc, l'arbre, etc. Toutes leurs forces, les ressources dans leur vie. Ça peut être des personnes ou ça peut être des choses. Donc oui, à chaque fois, c'est vraiment, je vais pousser le questionnement jusqu'au bout pour que vraiment ils arrivent à étoffer l'arbre un maximum. Hmm. Et après, avec l'hypnose, justement, à le ressentir dans le corps, à peut-être sentir les odeurs, voir, ouais. Et puis écouter. Puis j'ajoute un petit oiseau aussi pour les plus jeunes. Avec une chanson. Donc, ouais, ouais, c'est vraiment chouette. J'adore cet accompagnement-là. Donc, ça, je peux proposer, pardon, aussi pendant l'accompagnement. Donc, je vois vraiment, je m'adapte vraiment à la personne, à sa demande, à ses besoins. Et puis, je trouve que ça booste énormément. Ah oui, effectivement, c'est très intéressant là, ce type d'outils. Puis en plus, je trouve que ça engage autrement parce qu'on passe aussi par voilà, c'est une projection hein, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de ce qu'on imagine. Et ouais, ouais, ce sont des outils vraiment intéressants. Et le fait que tu les couplés avec l'hypnose, effectivement, ça permet d'ancrer encore à un autre niveau Oui, oui, ce qui oui, se dans passe pour eux. l'inconscient. Oui, oui. Oui, oui, c'est vraiment très chouette. Et puis c'est là où je vois cette complémentarité vraiment de l'hypnose et du coaching, du hypno-coaching finalement, parce que ouais, ça apporte quelque chose un accompagnement très complet au final. Mm. Et c'est toi qui l'as créé, cet arbre de vie, ou c'est quelque chose Non, dont tu es inspiré? je me suis inspirée, donc je dois avoir un livre quelque part aussi. C'est L'Arbre de vie de Dina Scherer. Mhm. Et c'est grâce à un partage avec la communauté Kiddy Mind, Ah justement, oui, que je l'ai trouvé. Bon, je sais pas où c'est, ça doit être quelque oui, part par là. c'est pas grave, c'est J'ai pas des grave. livres partout. Et puis, si j'ai bien compris, c'est un outil qui avait été utilisé par un psychologue en Afrique du Sud au départ pour aider les enfants qui avaient le sida. Ok. Et puis après, ça a été importé ou exporté. Ça a été traduit en coaching. Donc, il y a justement, Dina Scherer, elle explique qu'elle fait, je pense qu'elle aussi est coach pro et elle l'utilise en entreprise, donc en individuel, en coaching individuel ou en groupe. Et puis aussi avec des ados. Euh, et puis, du coup, ça m'a beaucoup parlé parce qu'il y avait cette dimension de coaching, mais aussi ce côté ludique, parce que j'ai toujours cette part d'enfance qui est assez importante en moi. Et je me suis dit que ça va beaucoup plus parler aux ados, notamment qui ont souvent des difficultés
à parler, à se dévoiler. Ils n'aiment pas trop qu'on leur pose des questions, etc. Mais là, du coup, le fait de dessiner l'arbre, ça rend le truc beaucoup plus ludique, vivant, coloré aussi. Hmm, hmm. Euh, et je pense le fait de noter des choses aussi, ça fait sortir beaucoup de choses de la tête et de pouvoir le voir devant soi à Oui. la fin. Et justement, après, de futuriser un petit peu comment on peut s'en servir pour justement se reconnecter à tout ça. Moi aussi, j'ai mon arbre et parfois, quand je suis pas bien ou j'ai besoin de ressources, je regarde mon arbre et puis je me dis, OK, sur quelle qualité est-ce que je peux m'appuyer là pour résoudre ce problème. Ah oui, ça, j'ai une difficulté parce que justement, ça touche à cette valeur-là. Qui sont mes ressources? Ah oui, je vais aller contacter telle et telle personne. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser à vie aussi et puis qu'on peut rajouter tout le temps, tout le temps, tout le temps au fil du temps. Hyper intéressant. Ouais, ouais, vraiment. À partir de quel âge, toi, tu accompagnes les enfants? Alors, j'ai pas vraiment défini d'âge. Je me suis dit, bah, je vais voir ceux qui arrivent vers moi. J'ai accompagné des enfants de 5 ans, euh, 6, 7 ans, euh, mais la plupart, je dois dire, ont 10, 12 ans environ. Et puis après, bah, des ados, ça peut aller oui, dans Eh oui, tous bah les oui. âges. Ouais. Et je pense que ouais, je sais pas, j'ai pas encore exploré tous les âges, mais je pense que beaucoup de choses dépendent aussi des enfants, hein. Hmm, J'ai trouvé ça très chouette. Alors, notamment avec les enfants hypersensibles qui sont tellement connectés à leur sens. Je trouve que l'hypnose marche vraiment super bien. Bon, je pense que tous les enfants sont hyper connectés à leur imagination, leur créativité, mais les enfants hypersensibles d'autant plus. hmm. Et c'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec la visualisation. Euh, c'est mon truc. Et du coup, je trouve ça vraiment magique. Euh, je pense qu'un de mes outils préférés, c'est justement le voyage magique. Hmm. Et parce que justement, il n'y a pas de contraintes. Tout est possible, en fait. Bon, déjà, tout est possible dans le monde magique, mais on peut un peu travailler à l'aveugle parce que justement, l'inconscient va amener l'enfant, l'ado, là où il a besoin d'être amené. Et il va trouver ses solutions par lui-même. Et en fait, je trouve ça hyper chouette, le monde que les enfants imaginent, de partir vraiment dans les nuages avec les arcs-en-ciel, ouais, c'est vraiment fantastique. Et puis, ils en ressortent vraiment hyper bien, finalement, apaisés, positifs. Euh, et j'ai décidé de déployer ça pour les adultes aussi. Donc au Ah, départ, je n'étais super. pas sûre. Oui. Hmm. Et franchement, c'est génial comme outil. Donc merci beaucoup Isabelle pour ça. Mais c'est clair que ça marche très bien. Et j'ai eu récemment, j'ai plusieurs personnes qui me disaient, mais est-ce que les techniques, en tout cas ce que je partage dans Kiddy Mind, est-ce que ce sont des choses qu'on peut utiliser avec des plus grands? Et donc souvent, je dis, mais oui, mais même avec les adultes. Alors bien sûr, on va adapter le vocabulaire, la manière d'amener tout ça, etc. Mais c'est il y a un côté très déroutant aussi pour les adultes parce que je trouve qu'on vient les connecter aussi à leur part créative, leur part spontanée qu'on met plus en sommeil quand on est adulte. Mais voilà, si on l'amène bien, ça revient quand même très vite. Et je trouve que ça permet sur des choses où on est beaucoup moins dans le mental en plus. Exactement. Ouais, et on va plus s'autoriser à rêver, à aller projeter des trucs, parce que vraiment, on se dit, OK, on ouvre la porte de l'imaginaire à fond, et puis tout est possible. Et ces techniques-là qu'on utilise pour les enfants, le voyage magique notamment, en deux mots pour ceux qui ne connaîtraient pas le voyage magique, c'est vraiment accompagner l'enfant à visualiser un moyen de transport magique. En fait, le voyage magique, presque, on peut l'utiliser comme une métaphore pour rentrer dans un état d'hypnose et on peut même l'utiliser comme
comme un protocole, entre guillemets, à part entière pour aller travailler différentes choses. Moi, je sais que j'aime beaucoup, en tout cas, c'est ce que je partage dans Kiddy Mind, aller à la rencontre de sa maison des émotions dans son monde imaginaire, mais on peut tout à fait enfin, on peut l'amener de plein de manières différentes. Et ce que je trouve très intéressant aussi, tu vois, pour amener un petit peu de nuance, parce que c'est vrai que on parle beaucoup de choses positives, d'arc-en-ciel, effectivement, 80% du temps, c'est ça. Mais moi, je me souviens d'une enfant, d'une préado, qui, c'est vrai que j'avais l'habitude, moi, que les enfants arrivent dans un truc très joli, très coloré, etc. Et alors, elle, on est allé sur un truc pas coloré du tout, avec une maison des émotions où il n'y avait pas de fenêtre, c'était un bunker. Enfin, on était dans un truc qui était très noir, très, voilà, très noir, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est surprenant, c'est déroutant quand on accompagne et qu'on s'attend à des nuages, des fontaines de jus de fruits et des arcs-en-ciel. Mais c'est hyper intéressant aussi parce que ça permet justement de ça permet à l'enfant d'aller explorer un monde qui peut ne pas être coloré du tout, en toute sécurité pour autant. Et ça, c'est à l'accompagnant aussi de poser tout ça. Mais ça permet aussi d'aller explorer tout ça et de voir quelles solutions, avec des visualisations et en travaillant sous hypnose, quelles solutions on va pouvoir trouver pour contourner, pour remettre un peu de lumière, pour trouver des ouvertures là où il n'y en a pas, etc. Donc, c'est un outil qui est très ludique et qui peut être très puissant, effectivement. Et puis, parce que, voilà, moi, j'aime beaucoup ce côté très souple parce que c'est l'enfant qui va le faire sien, en fait. Et c'est pas nous qui imposons un truc, un univers à l'enfant. On propose un contexte et puis l'enfant va créer son propre univers en fonction de ce qu'il vit, quoi. Mm. Et c'est ça que j'adore en fait, c'est cette souplesse parce que du coup, on n'est pas en train de guider vers quelque chose. C'est pas nous qui influençons, même si on accompagne, parce que comme tu dis, on peut se retrouver dans des situations qui sont peut-être moins enchantantes. Et du coup, c'est à nous de les guider pour justement explorer, transformer, Mm. etc. Euh, Moi, j'ai eu un adulte qui avait peur de la mort et qui a rencontré la mort et puis où tout est devenu vraiment noir et sombre et mort dans ce monde qui était assez magique au départ. Et là, je me suis dit, oula, c'est pas les paillettes et puis les arcs-en-ciel, mais du coup, c'est d'accompagner ça pour que la personne, après, elle chemine. Et pour cette personne, c'était juste génial à la fin parce que du coup, elle avait rencontré la mort dont elle avait peur dans la vie consciente. Et Ouais. dans l'inconscient, ça s'est bien passé finalement. Et ça lui a ouvert des nouvelles possibilités. Donc ouais, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on n'est pas en train d'induire et puis que vraiment Mm. tout est possible. On peut vraiment se retrouver sur plein de différents chemins. Et comme toi, alors c'est vrai que je travaille beaucoup avec les émotions dans mes séances, surtout avec les enfants, les ados hypersensibles et les adultes aussi. Mais du coup, faire un nettoyage dans sa maison des émotions, je pense que ça, c'est un outil que j'utilise presque systématiquement avec les enfants, les ados hypersensibles. Mm. Ça leur permet vraiment de faire le tri parce qu'il va avoir, avant d'accompagner en hypnose, on va avoir une discussion autour des émotions aussi. Donc ça, c'est hyper intéressant déjà de découvrir leurs émotions, de mettre des mots dessus, etc. Et ensuite de pouvoir explorer ça, mais d'une manière complètement ludique et inconsciente. Et ça leur fait vraiment du bien, surtout parce que les enfants, les ados hypersensibles, leur système nerveux est tellement plus activé que souvent ils peuvent ressentir le stress d'une manière beaucoup plus que d'autres personnes. Comme les émotions d'une manière beaucoup plus intense. Alors, faire un nettoyage dans sa maison des émotions, c'est juste apaisant.
Oui, oui, complètement. Et qui dit nettoyage, dit pas enlever toutes les émotions forcément négatives, parce que c'est très intéressant d'ailleurs de voir la plupart des enfants, mais aussi des adultes, hein, mais des enfants dont on pourrait se dire ils vont avoir tendance à dégager toutes les émotions dites négatives, la colère, la tristesse, etc. Et en fait, non. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les enfants sentent bien que on va pas garder que la joie, Mm, mais voilà, c'est toujours un problème de trop d'émotions et mm, qu'il mm. s'agit de réguler et que bien C'est ça. sûr que toutes les émotions sont importantes, mais il y a parfois des émotions qui n'ont plus rien à faire Mm, là, dans la maison du présent, parce qu'elles mm, appartiennent au passé. Et donc, ouais, c'est un mm. super outil. Et je Ouais. rebondis sur l'exemple que tu donnes par rapport à cette personne qui a rencontré la mort, parce que pareil, en tant qu'accompagnant, on pourrait avoir tendance à vouloir éviter que la personne vive des choses désagréables et lui Mm, dire, ah, comment vous pourriez faire pour ne pas la rencontrer, pour ne mm, pas vivre ce truc terrible. Et en fait, c'est bien ça qui est intéressant, c'est de permettre à la personne, dans un accompagnement très sécurisant, de pouvoir aller au bout de ça et de pouvoir aller rencontrer sa peur, pour pouvoir la traverser, la dépasser et en faire autre chose. Et souvent, c'est mm. nos propres peurs à nous en tant qu'accompagnants, ou nos propres projections qui nous font dire, ah ben non, j'ai envie de protéger la personne que j'accompagne et de pas lui faire vivre quelque chose de désagréable. Mais parfois, les gens ont juste besoin de ça, justement, de pouvoir pousser le curseur à fond, aller rencontrer le truc désagréable ou qui leur fait très peur, et vivent parfois des émotions très fortes, mais ils vont pouvoir s'autoriser à les vivre justement parce qu'on leur offre, entre guillemets, ce contexte-là qui leur permet de les vivre parce qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils savent qu'ils sont accompagnés. Donc, merci pour cet Mm, exemple. Ouais. mm, mm. Oui, c'est ça. Et je pense le maître mot aussi, c'est justement la sécurité d'être dans cet espace où ils se sentent sécures et où tout est possible en fait. Donc, Mm. ouais. Mm. Ouais, super. Merci pour ces exemples-là. Euh, qu'est-ce qui, Est-ce qu'il y a un message, toi, que tu as envie de faire passer? Qu'est-ce qui guide ton cœur d'accompagnante au quotidien? Euh, alors, c'est très lié à l'hypersensibilité, hein, parce que c'est vrai que bon, j'étais une petite fille hypersensible, j'étais un ado hypersensible. J'ai découvert mon hypersensibilité sur le tard. Et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de difficultés, notamment à réguler mes émotions, qui étaient très intenses. Et puis, dans une journée, on peut passer de là-haut à là en bas rapidement et plusieurs fois. Et cette hyper-empathie aussi, à être vraiment tourné vers les autres, à s'oublier soi-même du coup, à perdre un petit peu son identité. Euh, et pour moi, je pense que forcément, ça a influencé là où je suis aujourd'hui et pourquoi j'accompagne aujourd'hui. Et je pense il y a même s'il y a des enfants, des ados et des adultes qui grandissent heureux avec leur hypersensibilité, les personnes qui viennent me consulter, en tout cas, sont des personnes qui ont des difficultés. Et souvent, c'est qu'ils se sentent seuls, vraiment dans leur tête, dans leur monde, qui se sentent pas normales, qui se sentent en décalage et ils ont souvent un mal-être très profond. Et ça peut amener à de la dépression, même pousser jusqu'au suicide. Donc, c'est quelque chose que je trouve important à adresser parce qu'en fait, l'hypersensibilité, c'est une force. Et bon, je pense mon slogan de mon entreprise, c'est découvrir le trésor qui est caché en vous. Hmm. Et c'est ça, en fait, c'est qu'on a un trésor. Et puis, mon logo, c'est le joyau, hein, un petit peu comme un diamant. Et pour moi, ça représente aussi les multifacettes de l'hypersensibilité et aussi cette brillance, justement. Et que parfois, on a du mal à accéder à ce joyau qui est en nous. Et du coup, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment que ces enfants, ces ados, euh, grandissent en découvrant ce joyau qui est en eux, qui découvrent toutes les forces qui sont liées à leur hypersensibilité ou pas, juste les forces qu'ils ont à l'intérieur d'eux,
qu'ils arrivent à traverser leurs émotions, justement, à comprendre ce qui leur arrive. Parce que c'est vraiment très compliqué quand on ne sait pas ce qui nous arrive. Moi, la plupart de ma vie, je pensais que j'étais folle. Et quand je Hmm, parle aux personnes que j'accompagne, tout le monde dit pareil. Je pensais que j'étais complètement tarée, en fait, que j'étais ok. pas normale, ouais, donc c'est hyper compliqué. Donc je pense que de savoir que ça existe, de comprendre ce que c'est, comment ça se manifeste en soi, se réconcilier avec cette hypersensibilité et puis d'en faire une force, c'est hyper important. Donc ouais, pour moi, mon message, c'est ouais, que vous avez une force insoupçonnée à l'intérieur de vous, qu'il y a vraiment ce joyau qui est caché en vous, même si vous ne le voyez pas encore. C'est vraiment un atout, c'est vraiment une singularité formidable qui amène énormément de richesse, puisqu'on est hyper créatif, imaginatif, comme je Hmm, ouais. oui. On a justement cette capacité d'empathie, de créer des liens profonds avec les autres, de s'émerveiller de beaucoup de choses dans la vie. Et je trouve ça vraiment formidable. C'est juste parfois, on est peut-être dans un environnement qui n'est pas propice à que ce joyau se déploie. Euh, et que, ouais, on n'a pas conscience de ça. Donc, pour moi, c'est vraiment hyper important pour ces personnes de se réconcilier avec eux-mêmes. Et je trouve ça formidable que ces parents viennent vers moi, ces familles viennent vers moi, que déjà à un jeune âge, ces enfants, ces ados peuvent déjà commencer un travail sur eux, Hmm. euh, avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Et je sais que dans la première séance, c'est vraiment hyper intéressant parce que souvent, il y a toute la famille qui est là. Et on commence à discuter de l'hypersensibilité et puis tout le monde commence à se reconnaître hypersensible. Parfois, je donne aussi pendant que les parents attendent dans la salle d'attente, j'ai des livres à lire. Donc c'est un livre de Fabrice Midal, Suis-je hypersensible? C'est le cahier pratique. Et j'ai eu des papas qui sont revenus du coup en consultation à la fin, qui ont dit, mais ça me parle énormément. Je pense que je suis hypersensible. Et qui ont une quarantaine d'années et qui ne sont jamais reconnus hypersensibles et que du coup, ça ouvre tout un monde qui commence à comprendre leur mode de fonctionnement, etc. À la fin de cette première séance, souvent, tout le monde est soulagé, en fait. C'est comme ils étaient entrés avec cette pression énorme, avec les épaules qui sont élevées, tension. Et à la fin, tout s'est abaissé. Les enfants sont soulagés, les parents sont soulagés. Rien que de pouvoir en discuter, de se reconnaître là-dedans. Moi, je partage aussi sur mon expérience pour justement déculpabiliser, dédramatiser, montrer qu'ils ne sont pas seuls, parce que d'ailleurs, on est 30% de la population à avoir cette singularité, cette hypersensibilité. Et du coup, quand ils apprennent ça, c'est un énorme soulagement. Parfois, ils sont très émus à la fin parce que justement de voir que ces enfants qui ont vraiment euh, c'est comme une bataille contre soi un petit peu. Euh, et c'est comme les émotions, hein, c'est Hmm. accueillir cette hypersensibilité au lieu de se battre contre, c'est vraiment d'aller à la rencontre d'eux. Ah, merci pour ce passage-là et notamment de dire que tu laisses ce cahier-là dans la salle d'attente, qui est une suggestion bien sûr énorme et après s'en saisit ou pas le parent qui attend. Euh, mais je trouve que c'est une très belle et fine manière de permettre aux parents de pouvoir se saisir de ça, en tout cas de pouvoir commencer à lire et peut-être se poser des questions, aussi bien par rapport à leur enfant, mais aussi par rapport à eux-mêmes, parce qu'on peut très facilement imaginer que, et c'est la question que je voulais te poser d'ailleurs, que peut-être qu'il y a des parents qui viennent te voir parce que leur enfant enfin en tout cas,
au quotidien exprime ce côté hautement sensible qui peut peut-être être perçu comme un problème. Parce que Mm, quand on ne sait pas ce que c'est, quand tu dis, bah, moi j'avais l'impression d'être folle et il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent là-dedans, on peut tout à fait imaginer que quand cette sensibilité extrême s'exprime, et comme tu dis, hein, avec des hauts et des bas très, très exacerbés, aussi bien en haut qu'en bas dans une seule journée, il y a des parents qui peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'il a, mon enfant? Et donc, l'amener voir un thérapeute parce qu'ils vivent ça comme un problème, mm, sans mettre de mots dessus sur l'hypersensibilité. Et puis permettre à tout le monde déjà de poser des mots sur ce que vit l'enfant. mm. Euh, est-ce que ça t'arrive de rencontrer effectivement des parents qui viennent pour leur enfant et qui racontent ça en disant, bah, c'est vraiment un problème, c'est insupportable, c'est invivable à la maison, à l'école, ta, 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 ta. Et puis voilà, de pouvoir accompagner. Parce que en fait, je faisais le Mm. lien avec ce que tu nous racontais sur ton logo, les différentes facettes, le côté c'est un joyau qu'il faut exprimer. Et en fait, moi, je me dis, c'est compliqué de pouvoir exprimer ce joyau, s'autoriser à le laisser briller quand tout le monde autour de nous laisse penser qu'on a un problème, en Mm. fait, tu vois. Et peut-être que inconsciemment, on se dit, bah alors là, déjà que je l'exprime, je le réprime parce que je sens bien que ça pose problème à tout le monde. Mais alors, si je laisse le joyau briller complètement, alors là, c'est la Mm. cata. Comment tu gères ça, toi? Oui, oui, tout à fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que ça m'est beaucoup arrivé où les parents sont venus vers moi en disant, mon enfant est trop sensible, est-ce que vous pouvez faire en sorte qu'il soit moins sensible? Mhm. Et du coup, ben là, forcément, la réponse est non, parce qu'on a cette sensibilité à élever. Par contre, on peut travailler dessus à mieux la vivre. Mais du coup, c'est comme tu dis, c'est perçu comme un problème parce que pour eux, dans leur vie quotidienne, à l'école, etc., c'est un problème. Et puis l'enfant, justement, ressent le fait qu'il ait un problème, ce qui crée encore plus ce sentiment d'être seul et encore plus ce sentiment de décalage, de ne pas être normal. Et c'est pour ça que pour moi, énormément de choses se jouent dans cette première séance. Et c'est chouette parce que j'ai eu plus récemment et la maman et le papa qui viennent. Donc vraiment, tout le monde est là. Et la fratrie aussi. Du coup, je me suis dit, je vais faire une offre fratrie parce que ben déjà, il y a la systémie familiale, mais c'est aussi que l'hypersensibilité est héréditaire. Donc souvent, c'est les parents qui se découvrent hypersensibles grâce à leurs enfants. Et oui. Et ouais, et du coup, je trouve cette première séance hyper intéressante parce que justement, je vais un peu recadrer les choses par rapport à cette sensibilité élevée que justement, c'est pas possible de s'en débarrasser. On peut pas mettre sous le tapis. C'est comme les émotions. Et le plus qu'on essaye, comme je disais, à lutter contre, le plus que ça revient de toute façon. Donc, il y a cette partie pédagogie et puis après, je trouve aussi que quand on commence à en discuter avec toute la famille, que les parents du coup se découvrent peut-être petit à petit pas sensibles, ou se disent ah bah tiens c'est vrai que dans cette situation-là et là j'ai des difficultés etc etc. Et puis ils commencent et surtout je trouve les papas parce que souvent c'est les papas qui ont plus de mal comment est-ce qu'on dit, à s'exprimer, surtout dans un cadre là, c'est thérapeutique, je suis venue pour mon enfant, pas pour moi. Ben, je vois en fait comme une transformation opérée au fil du temps où ils sont en train de réfléchir, où eux, ils commencent à partager aussi sur leur vie. Et puis là, il y a des choses qui ressortent, qui sont restées un peu enfouies en eux. Mhm. Et c'est vraiment ça, je trouve vraiment magique parce qu'en fait, l'enfant est là, ou les enfants sont là, la femme est là, toute la famille est là, et ils entendent le papa se montrer vulnérable et Et oui. partager de ses expériences en lien avec ses émotions, des choses dont il ne parle jamais en famille. Ouais, et puis du coup, il y a vraiment, je trouve, un nouveau lien qui se crée. Il y a une nouvelle synergie qui se crée entre les enfants, les adultes, et puis comme une compréhension aussi.
Hmm. Donc c'est vraiment chouette. Et puis je trouve aussi que les enfants, du coup, eux, ils ont plus de facilité à parler quand les parents ont commencé à partager sur leurs difficultés à eux. Et il y a même, je trouve, comme une admiration euh, de l'enfant par rapport à leurs parents du fait de s'être montré vulnérable. Parce que ils ont peut-être jamais eu cette occasion, ils n'ont Et oui. jamais été dans ce cadre-là de pouvoir justement en parler parce que souvent c'est perçu comme une faiblesse ou comme quelque chose qui n'est pas bien en tout cas. Et puis là, du coup, bah, ils sont dans un lieu sécurisant, dans un espace de non-jugement et puis de confidentialité. Et puis dans ce cocon-là, en fait, ils ont le droit de s'exprimer. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Ouais, c'est vraiment hyper chouette. Ouais. Ah, trop bien. On arrive sur je vois l'heure qui défile là. On arrive sur la fin du podcast. Où est-ce qu'on te retrouve, Anne-Claire? Peut-être la ville et puis ton site internet. De toute façon, je mettrai tout sur les ressources du podcast. Ok, merci. Oui, donc je suis en région lyonnaise, à Tassin-la-Demi-Lune. Donc je suis dans un cabinet paramédical partagé du chemin de la Pomme. Alors vous pouvez me trouver sur différents réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, sur Facebook, donc sous AC Dune, sur Insta aussi, sous AC-du-bas Dune. J'ai un site de réservation de rendez-vous en ligne aussi qui s'appelle Créneau Libre. Et là, vous pouvez réserver des créneaux avec moi. Tout ce qui est visio, je n'ai pas activé sur le site parce que je préfère rencontrer les personnes Hmm. d'abord pour avoir un échange par téléphone ou par visio pour voir si c'est vraiment adapté et puis pour faire connaissance dans un premier temps pour pouvoir échanger et comprendre la situation. Mon site web, c'est acdune.com. Dunes, je crois. Oui, Voilà, c'est ça. oui, oui, Ok. ça fait référence aux dunes du désert du Maroc, parce que Hmm. c'est là où j'ai démarré ma vie, pas dans le désert, hein, Ok. mais au Maroc. Et puis j'aime beaucoup, beaucoup le désert. Et ouais, c'est vrai que mon site web n'est peut-être pas autant un jour qu'il devrait l'être. J'ai besoin de travailler là-dessus. Euh, mais en tout cas, ça vous montre un petit peu qui je suis, comment Ouais. je travaille, mes outils. Et je partage des choses donc, sur Hmm. mes réseaux sociaux. Et puis, je suis active dans Tassin sur parfois des salons, sur des conférences, des ateliers, donc en lien avec l'hypersensibilité et les émotions. Trop bien. Merci beaucoup. Et puis pour ce qui est d'avoir un aperçu de ta manière de travailler, je crois qu'on a eu un bel aperçu là aujourd'hui pendant cette heure d'échange. Merci infiniment, Anne-Claire. C'était passionnant. Et voilà, je pense que ça intéressera énormément de collègues et de parents qui écoutent Thérapeute Kids et qui, voilà, chez qui ça plantera probablement une petite graine par rapport aux personnes hautement sensibles et à comment on peut les accompagner. Je te laisse le petit mot de la fin. Hmm. Mais déjà, je voulais te remercier de m'avoir accueilli ici. C'était vraiment très chouette. J'ai adoré cet entretien. Et puis, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec d'autres thérapeutes, avec des parents, des familles. Euh, je ne sais pas trop quoi dire d'autre, mais Bah, c'est déjà ouais, pas mal. oui, Écoute. oui. Je pense que oui. N'oubliez pas que vous avez un joyau qui est caché en vous. On terminera là-dessus, sur le joyau caché en chacun de nous. Merci beaucoup, Anne-Claire. Et puis, Merci. à très bientôt. Oui, avec plaisir. À bientôt.